Les élections législatives donnent lieu à une forte agitation médiatique. Pourtant, quel que soit le résultat, il y a fort à parier, dans plus de 90% des cas, que la situation s'aggrave et pourrisse avec des crises plus ou moins fortes qui marqueront les prochaines années. Pourquoi des anticipations aussi pessimistes quant à l'avenir de la France et de la vie politique française? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, avec également 5 scénarios dont la situation politique pourrait évoluer dans les prochaines années. Reste-t-il seulement un espoir? Oui, en effet, mais il va être difficile à saisir. Et c'est ce que nous verrons à la fin de la vidéo, qui sera une vidéo assez longue pour celles et ceux qui veulent aller plus en profondeur dans un sujet et ne pas rester sur les problèmes un peu de surface. Amis stratèges et prospectivistes, l'heure est grave. Si l'on s'attarde un petit peu sur les programmes et la situation économique, on se rend compte que le pouvoir d'achat et la situation économique un peu tendue sont parmi les préoccupations principales des Français. Différentes mesures sont proposées par les différents partis pour essayer d'augmenter ou de protéger ce pouvoir d'achat. Mais pourquoi ce pouvoir d'achat est-il menacé? Si les préoccupations économiques sont aussi importantes, c'est parce que les fondements de notre modèle de développement ne sont plus viables. Ils sont en train de s'éroder lentement et ne pourront pas perdurer dans les prochaines années. En simple, le système économique est fondé sur le principe des révolutions industrielles. On trouve des sources d'énergie, pétrole, gaz, charbon, uranium, ou de manière beaucoup plus minoritaire, les sources d'énergie renouvelables, énergie qui vont permettre de faire fonctionner des machines et alimenter une production dans des proportions très supérieures à ce que pourrait assurer la production humaine et animale. Il présuppose en effet de disposer de sources d'énergie relativement abondantes et bon marché, sources dont nous sommes globalement dépourvus sur le continent. Il demande également de nombreuses matières premières, que nous n'avons pas là non plus en quantité suffisante sur le continent. En outre, il faut un tissu industriel suffisamment développé pour produire des biens et répondre aux besoins des différents agents économiques, que ce soit les entreprises ou les ménages. Or, une grande partie de ce tissu industriel a été délocalisée hors d'Europe. Or, le problème, c'est que l'essentiel de ces ressources font l'objet d'une demande croissante de la plupart des pays dans le monde, alors même qu'elles se raréfient et qu'elles sont de plus en plus coûteuses à exploiter. Nous n'avons plus, à l'heure actuelle en Europe, un modèle économique qui génère suffisamment de richesses pour acheter ces ressources à l'étranger. En même temps, nous n'avons pas les capacités militaires, ni la culture ou la philosophie pour aller les prendre de force. Nous nous retrouvons donc avec un système économique qui va péricliter dans un contexte d'inflation, ce que l'ensemble des changements climatiques vont aggraver, avec différents aléas naturels qui vont entraîner des coûts pour réparer les dégâts, au niveau des assurances et des marchés financiers sur la prise de risque, et vont entraîner tout un tas de problématiques plus humaines. Cette inflation-là est donc inévitable, elle est liée à la fin de vie d'un modèle de développement, celui de la révolution industrielle. Dans ces conditions, toutes les mesures qui viseront une meilleure redistribution des richesses, de bloquer l'inflation, d'essayer de préserver le pouvoir d'achat, ne sont pas viables pour une raison simple, c'est que la génération de richesses devient de plus en plus problématique. Les coûts que supportent les entreprises sont de plus en plus élevés, ce qui menace leur viabilité. Mais ces problématiques-là sont excessivement techniques. Ils concernent des secteurs d'activité avec des dizaines ou des centaines de métiers différents, extrêmement pointus pour lesquels il faut plusieurs années d'apprentissage. Parler de ces sujets, c'est nécessairement passer plusieurs heures à essayer de comprendre des réalités qui ne font sans doute pas partie de notre quotidien. Aussi, il n'est pas étonnant que les débats politico-médiatiques ne s'intéressent pas véritablement à ces sujets en profondeur et dans le détail, et qu'on en reste sur quelques idées un peu floues, un peu généralistes, qui tournent autour soit de la redistribution, soit de mesures un peu générales qui s'appliqueraient à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité.
Donc, si l'on résume, les véritables problématiques sont excessivement complexes et techniques pour être facilement appréhendées par l'ensemble des citoyens et donc des électeurs. Informer les citoyens pour qu'ils puissent exercer un jugement éclairé au cours des élections est donc impossible du fait de cette trop grande complexité des différents secteurs économiques et du fonctionnement des administrations de l'État. En outre, les temporalités ne sont pas du tout les mêmes. Autant les secteurs économiques que les politiques publiques s'inscrivent dans des durées qui peuvent facilement se compter en décennies, que l'on pense par exemple aux grands programmes d'investissement et de développement de solutions énergétiques ou dans le transport, comme le nucléaire, le ferroviaire, ou pour l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Mais ces cycles longs ne coïncident pas avec les cycles électoraux et les débats politico-médiatiques qui s'inscrivent sur des périodes de 2, 3, 4, 5 ans, et généralement sur du très court terme avec des réactions à chaud et de l'émotionnel. Comment espérer donc que le système politique, avec ses mécanismes démocratiques relativement simples, puisse apporter une réponse pertinente aux véritables problématiques qui concernent notre modèle de développement? Globalement, ce sont l'ensemble des choix qui n'ont pas été faits sur ces 40 dernières années concernant l'écologie, l'industrie, la maîtrise des capacités technologiques suffisantes, des capacités structurantes, que l'on paye aujourd'hui en Europe. Des revirements politiques continus ne peuvent pas permettre d'apporter des solutions sur des temps longs. Est-ce que cette dégradation est la faute des différents dirigeants politiques qui se sont succédés ces dernières années? Peut-être, mais un fait est quand même troublant. Quelles que soient les alternances politiques et quels que soient les changements politiques qu'il y a eu, les résultats ont sensiblement été les mêmes. Ce constat est d'autant plus surprenant que d'autres pays européens ne connaissent pas du tout les mêmes systèmes politiques et les mêmes problématiques. Qu'ont-ils de plus que nous n'avons pas? Leurs dirigeants sont-ils plus instruits, plus vertueux ou plus compétents que les nôtres? Sans doute que non. La réalité, c'est que le système politique dans son ensemble produit ses résultats, quels que soient les individus qui s'inscrivent dans ce système. C'est donc ce système politique qu'il faut changer si l'on veut espérer une action publique économique beaucoup plus pertinente et qui puisse apporter des solutions aux problématiques que l'on connaît à l'heure actuelle. C'est la faute du système politique, mais pourquoi? En démocratie, la population est censée faire des choix éclairés grâce aux réalités qu'elle rencontre au quotidien. En France, le système démocratique est quasiment exclusivement représentatif. Ce sont donc des élus qui vont représenter les différents groupes de la population. Dès lors, d'où viennent ces personnes qui nous représentent? Elles viennent dans la quasi-totalité de partis politiques. Il y a un peu plus de 500 partis politiques en France. Pourtant, seule une poignée d'entre eux sont vraiment visibles au niveau médiatique. Et avec le nombre d'adhérents à des partis politiques en France, on se rend compte que les partis ne représentent que près de 1% des Français. C'est donc 1% des Français qui va désigner pour l'ensemble des élections des candidats qui sont censés représenter l'ensemble de la population. Mais pour connaître l'avis des citoyens, la plupart des partis politiques utilisent les sondages d'opinion avec tout ce qu'il peut y avoir de manque de finesse et de subtilité pour connaître la véritable pensée des citoyens. Pour se différencier les uns des autres, les partis sont donc obligés à une certaine radicalité, à des mesures phares relativement fortes et tranchées, mais qui peuvent se déconnecter de toutes les réalités techniques et économiques assez peu vendeuses au niveau électoral. Cette déconnexion entre les réalités politiques, les aspirations et les besoins des Français et les réalités économiques font que le système politique ne peut pas aboutir à des résultats probants. Que va-t-il donc se passer suite aux élections législatives? Quels que soient les résultats de l'élection, 5 grandes trajectoires peuvent être dessinées. La réalité sera sans doute à mi-chemin entre 2 ou 3 d'entre elles, et elles pourront évoluer au cours des prochaines années. On peut dessiner quelques grandes tendances et avoir quelques certitudes. Aucun parti ne devrait avoir de majorité absolue au Parlement. Ils seront donc plus ou moins contraints de faire des alliances, de trouver des compromis les uns avec les autres, sous risque de bloquer les institutions, comme c'est déjà arrivé à plusieurs reprises dans la vie politique française. Le contexte des Jeux Olympiques va être particulièrement tendu. C'est un bon moment pour une partie de groupes d'intérêt
de faire des revendications et de pousser des revendications avec potentiellement des grèves ou des manifestations, grèves et manifestations que l'on aura plutôt à la rentrée en septembre. De même, l'afflux de touristes pour les Jeux Olympiques devrait exercer une pression importante sur différents services publics, que ce soit au niveau de la sécurité, potentiellement de la santé, également au niveau des transports, services qui sont tous déjà sur le fil du rasoir avec des dysfonctionnements chroniques. Cette pression-là, à l'occasion des JO, pourrait être trop importante et entraîner des ruptures parmi certains services publics, accélérant la dégradation de la situation. Au-delà de ces tendances, il y a plusieurs incertitudes. On trouve deux grands domaines d'incertitude, quel que soit le résultat de l'élection. Le premier est surtout économique. Il concerne le programme économique du gouvernement et la situation économique de la France, mais également l'état des finances publiques qui atteint un niveau assez préoccupant. Le second concerne les réactions politiques à proprement parler, l'affirmation de l'extrême droite, des réactions potentielles de l'extrême gauche avec des niveaux de violence variés et un contexte sécuritaire qui lui aussi fait l'objet de nombreuses incertitudes. Si l'on essaye de répondre à ces différents éléments, 5 scénarios émergent. Le premier, potentiellement en cas de victoire du RN, serait celui d'une xénophobie affirmée, où différentes mesures seraient prises à l'encontre d'étrangers, d'immigrés, de différentes classes de la population. Cette xénophobie affirmée serait préjudiciable à certains secteurs économiques qui ont recours à une main-d'œuvre immigrée abondante, que ce soit des métiers peu qualifiés qu'une partie des Français ne veulent plus faire, ou alors le secteur du bâtiment par exemple, ou différents autres secteurs qui se reposent essentiellement sur cette population. Il n'y aurait pas forcément de crise économique massive dans ce scénario, mais le contexte sécuritaire pourrait être tendu du fait de manifestations et d'oppositions potentiellement violentes au RN, notamment de la part de l'extrême gauche. Si ce premier scénario serait plutôt celui d'une victoire du RN, un autre scénario pourrait s'appliquer autant au RN qu'au Front populaire. Ce scénario serait celui d'une dérive populiste. En effet, on peut penser que le gouvernement nouvellement formé, suite aux élections législatives, chercherait à gagner en popularité dans les 3 prochaines années en vue de préparer l'élection présidentielle de 2027. Toutes les mesures qui seraient prises seraient donc conçues pour faire plaisir à un électorat le plus important possible. Ces mesures ne seront pas nécessairement viables et soutenables à terme, mais le gouvernement pourrait faire une sorte de fuite en avant, y compris sur les dépenses publiques, en vue de garantir cette paix sociale et cette forme de populisme. Ce sont surtout les programmes du RN et du Front populaire qui s'inscriveraient dans cette dynamique et qui devraient éviter qu'il y ait trop de tensions et contestations sociales, les mesures populistes permettant à une partie de la population d'être satisfaite au moins à court terme. Un troisième scénario émerge et présente une situation qui ne changerait fondamentalement pas par rapport à ce que nous avons connu ces dernières années. Ce scénario d'une espèce d'inertie du système, d'une gestion un peu technique des affaires courantes, des problématiques économiques et des différentes politiques publiques, peut s'expliquer de plusieurs manières. Dans un certain sens, beaucoup de choses dépendent de l'Union européenne et les marges de manœuvre du gouvernement pour changer la situation et les règles de fonctionnement du système seraient beaucoup trop faibles pour lui permettre de le faire. En outre, il pourrait s'agir d'une volonté politique ou d'une absence de volonté politique, un manque de véritable programme économique. C'est un petit peu le programme qui a été mené par les précédents présidents de la République, qui jusqu'à présent ont géré les affaires économiques d'une manière un peu comptable, routinière, sans véritable grand programme de transformation. Cette absence de volonté, d'ambition pour transformer la situation en profondeur pourrait se traduire par une espèce de pourrissement économique. Que ce pourrissement soit visible, ou alors plus progressif et assez indolore. Ce scénario peut aussi être celui de l'extrême droite ou des fronts populaires, qui en dépit des discours et d'éléments de langage assez différents, mèneraient des politiques relativement similaires à ce qu'a pu mener Emmanuel Macron jusque-là. Il reste 2 autres scénarios. Le premier serait celui d'une rupture du système. À un moment ou un autre, des services publics pourraient ne plus fonctionner correctement, connaître une série de crises importantes, et la dette publique française pourrait devenir insoutenable. On aurait alors,
sous pression potentiellement d'institutions européennes ou internationales, comme le FMI, un plan d'ajustement structurel, des réformes menées un peu dans l'urgence pour rétablir l'équilibre des finances publiques en France, un peu comme ce qu'ont connu la Grèce ou l'Espagne par exemple, suite à la crise de 2008-2010. Ce retour brutal à la réalité économique laisserait le pouvoir à des technocrates qui géreraient l'économie avec un point de vue très comptable et financier. Les marges de manœuvre politiques, partisanes et idéologiques seraient donc très faibles, voire inexistantes, et il n'y aurait pas nécessairement de grands mouvements de contestation sociale, car la plupart de la population sera occupée à sécuriser le mieux possible des moyens de subsistance décents. Et si ce retour brutal à la réalité économique est un scénario possible et sans doute un des pires pour les prochaines années, il y a un autre scénario qui lui serait le meilleur. Dans ce contexte, que ce soit pour préparer l'élection présidentielle de 2027 et garder une forme de popularité, ou parce qu'il n'y aurait pas de majorité claire à l'Assemblée nationale, le gouvernement mènerait des politiques économiques relativement pragmatiques, avec les acteurs de terrain, pour résoudre des problématiques techniques, opérationnelles, qui ne sont pas forcément faciles à médiatiser et à valoriser au plan électoral. Et ce pragmatisme économique serait une des meilleures solutions pour la France et l'avenir du pays, car il s'appuierait le mieux possible sur les réseaux professionnels et sur les réalités du terrain, au-delà d'approches idéologiques plus ou moins déconnectées des réalités. Ce sont donc les 5 grands cas de figure qui peuvent survenir dans les 3 prochaines années, quels que soient les résultats de l'élection. Une xénophobie affirmée, une dérive populiste, l'inertie d'un système où rien ne change fondamentalement, un retour brutal aux réalités économiques avec une réforme dans l'urgence du système de dépenses publiques, ou, meilleur cas de figure possible, une forme de pragmatisme économique avec des réformes de plus ou moins grande ampleur qui seraient menées pour s'adapter au mieux aux réalités du terrain. Si l'on s'intéresse ainsi aux problématiques économiques, les résultats des législatives peuvent sembler très préoccupants. Pour autant, ces résultats sont tout à fait logiques et sont le produit du système. Si l'on fait une rétrospective sur ce qui s'est passé ces dernières années, ces dernières décennies, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu de grands changements majeurs dans le système économique. Ainsi, il ne sert à rien de vouloir s'en prendre à des étrangers comme bouc émissaire facile de problématiques économiques beaucoup plus complexes, ou de chercher à redistribuer des richesses sans s'intéresser à ce qui permet d'en générer. À prendre ces scénarios dans leur ensemble, on constate que l'avenir ne sera franchement pas terrible. Qu'est-ce qui explique alors que le système politique fasse advenir ces scénarios, quelle que soit la coloration idéologique du gouvernement et de la composition du Parlement? Si la situation est aujourd'hui des plus préoccupantes, ce n'est pas tant pour les résultats potentiels de l'élection législative ou même des présidentielles en 2027, que du fait que la Ve République est potentiellement en fin de vie. En effet, il faut bien être conscient que tous les régimes politiques en France des 2 derniers siècles ont toujours été conçus un peu dans l'urgence pour faire face à des problèmes spécifiques. La Ve République ne fait pas exception à cette règle. Elle a été mise en place par le général de Gaulle pour l'aider à faire face aux problématiques de son époque. La guerre d'Algérie, la décolonisation, dans un contexte de guerre froide, de construction européenne. C'est pour faire face à ces situations de crise très contextualisées historiquement qu'il a mis en place un système où un même groupe partisan possède les 3 pouvoirs pour mener des réformes avec le moins d'opposition possible et faire face à ces crises. Car en France, nous n'avons pas une culture de la participation politique, ni du consensus et du compromis entre partis politiques. C'est ce qui a mis fin à la Troisième République ou à la Quatrième République qui se sont retrouvés complètement bloqués dans des moments de crise, car les partis politiques n'arrivaient pas à trouver d'accord entre eux. C'est ce qu'il risque d'arriver d'ailleurs à l'issue des législatives si aucun parti n'a de majorité. On risque d'avoir un blocage et une paralysie des institutions dans les 3 prochaines années, avec potentiellement des dérives institutionnelles, l'usage du 49.3, de directives, d'ordonnances ou de tout un ensemble de mécanismes qui permettraient au gouvernement de mener des réformes malgré l'absence de majorité au Parlement, avec un chamboulement potentiel des institutions. La Ve République a été conçue d'abord et avant tout pour Charles de Gaulle pour un moment donné. Elle n'a pas été conçue dans l'optique d'apporter le meilleur système politique à la France à l'avenir.
Et aujourd'hui, plusieurs phénomènes laissent penser qu'elle est en fin de vie. Il y a déjà une crise de confiance globale des Français vis-à-vis de tous les corps intermédiaires qui sont censés les représenter, que ce soit l'État, les différentes administrations, les médias ou les syndicats par exemple. En outre, jusqu'à présent, les changements étaient espérés et attendus par des alternances politiques. Or, les dernières décennies ont montré une relative continuité des politiques publiques menées, quelles que soient les alternances. Emmanuel Macron a mis fin à cette alternance en 2017 avec un positionnement politique audacieux, que j'ai présenté dans une précédente vidéo. La conséquence et le problème de ce positionnement d'Emmanuel Macron, c'est la montée des extrêmes et la radicalisation d'une partie de l'électorat et des propositions idéologiques qui sont faites par les différents partis. Ainsi résumé, les Français n'ont plus confiance dans les institutions. Ils ne se sentent pas forcément bien représentés par la classe politique. Il n'y a pas de véritable changement des réalités économiques, pour différentes raisons. En outre, les débats sont de plus en plus virulents et les clivages idéologiques sont de plus en plus forts, ce qui empêche d'avoir un projet vraiment de cohésion nationale, sociétale, de faire un projet commun tous ensemble et de résoudre les différentes problématiques économiques avec intelligence et pragmatisme. Nous sommes plus maintenant dans une logique de confrontation de groupes d'intérêts plutôt que dans un programme qui serait véritablement d'union nationale. En outre, le contexte global voit la hausse des conflictualités, que ce soit au niveau géopolitique ou en interne. Et c'est ces contextes-là de chaos potentiel qui ont fait émerger des changements institutionnels au cours des précédentes années. Tous les ingrédients sont donc réunis pour qu'à un moment ou un autre, le système politique change. Ce changement peut advenir de deux manières, soit dans le chaos de changements qui n'auront pas été voulus ni décidés et qui s'imposeront à nous, soit de manière volontaire et active avec une volonté politique forte et en cherchant à mettre en place un système pérenne dans le temps qui aboutisse à des résultats vertueux pour le développement et la prospérité de la société française. Et c'est tout l'enjeu que nous avons aujourd'hui en France, résoudre ce problème de représentation politique. Ainsi, si l'on résume, on présente les élections législatives comme étant un moment un peu historique. L'agitation médiatique qu'il y a autour laisse en effet penser qu'on sort d'une espèce de continuité et d'inertie du système de la Ve République. Mais ce qu'elle traduise en réalité, c'est potentiellement la fin de vie, plus ou moins chaotique, de la Ve République, qui est en train d'advenir dans les prochaines années sans doute, ou la prochaine décennie. Tous les éléments sont réunis pour que l'on change de système, car le système politique actuel ne semble pas en mesure de faire émerger des solutions suffisamment aptes pour transformer le tissu socio-économique et répondre aux différentes crises qui s'annoncent dans les prochaines années. Ainsi, parce que c'est le système politique qui pose problème, quel que soit le résultat de l'élection, il est très probable que les prochaines années soient très décevantes et que la situation continue de pourrir et de se dégrader avec potentiellement quelques crises fortes qui constitueront un petit peu des points d'orgue de ce phénomène de déclin. Cependant, tout n'est pas perdu. Plutôt que d'attendre que la solution vienne du système lui-même, il faut se rappeler une règle fondamentale, le peuple est souverain. C'est nous, en tant que société française, qui pouvons être en mesure de chercher nous-mêmes une autre solution. Je développerai ces aspects plus tard dans d'autres vidéos, car ils demandent des approfondissements et des précisions assez importantes pour savoir qui sont les personnes qui, au sein de la société, seraient en mesure de faire advenir un nouveau système et de trouver des solutions à ces différentes problématiques. Si de nombreux éléments laissent penser au déclin, au pourrissement, à la dégradation du contexte et à des difficultés qui vont être potentiellement importantes dans les prochaines années, il y a à l'heure actuelle en France de nombreux atouts, qu'ils soient humains ou matériels, pour trouver des solutions, réinventer notre société, apporter potentiellement une nouvelle voie de développement à l'Europe et par voie de conséquence au reste du monde. Il ne nous manque pas grand-chose pour vraiment exploiter ce potentiel et construire un nouveau modèle de développement et une nouvelle forme de prospérité sociétale. J'approfondirai beaucoup plus ces aspects
avec un projet dont je vous parlerai plus en détail d'ici fin 2024 ou début 2025. Pour ne pas manquer d'informations à ce sujet, abonnez-vous à la vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à réagir dans les commentaires. En attendant la suite des événements, gardez confiance. Car au-delà de ce que le système politique actuel nous propose comme solution, et qui sont somme toute décevantes, voire préoccupantes, d'autres futurs souhaitables et enviables sont possibles. Mais ces futurs n'adviendront pas naturellement. Nous allons devoir faire un effort et faire preuve d'une volonté collective pour les faire advenir et construire une alternative au système actuel qui arrive en bout de souffle. Et avant de pouvoir vous en parler plus, je vous dis au revoir et à bientôt.